Salut à tous. Commençons avec une petite question. Pour vous, quelle est la meilleure saga ou arc, c'est comme vous voulez, de tout Dragon Ball? Pour ma part, c'est l'arc Namek, mais sincèrement, pas loin derrière, c'est l'arc Android et Cell. D'ailleurs, je suis curieux de connaître votre opinion, donc n'hésitez pas à débattre en commentaire ou à donner votre avis. Clairement, j'adore l'arc Android et Cell. C'est rempli de rebondissements dingues et cela nous offre une toute nouvelle ambiance apocalyptique que je kiffe. En plus de nous offrir une timeline différente avec des persos légendaires dans les personnes de Mirai Gohan et Mirai Trunks. Néanmoins, on est d'accord pour dire que cet arc est rempli d'erreurs et incohérences en tout genre. Autant de points que je vais lister aujourd'hui et qui vont, j'en suis sûr, vous faire repenser l'œuvre et l'arc Android et Cell. Bien sûr, le but ne sera pas de seulement faire un listing, mais plutôt de répondre à la problématique suivante. Avec autant d'erreurs, pouvons-nous considérer l'arc Cell comme le pire arc de l'œuvre ? Bien que cet arc soit génial de A à Z, il est clairement établi qu'il a été rédigé sans préparation, un peu à la va-vite comme on dit. Alors Toriyama est un goth, d'ailleurs paix à son âme, mais il n'a pas préparé cet arc. Ceci est d'autant plus exacerbé lorsque les méchants sont tous changés au cours de l'arc, jusqu'à même donner plusieurs formes à un seul et unique méchant, juste parce que l'éditeur le trouve laid. Oui, c'est pas une blague, c'est vraiment arrivé. Cette saga d'ailleurs se démarque aussi par les nombreuses erreurs commises par nos protagonistes durant tout l'arc. Que ce soit des malentendus, erreurs d'ego pour certains, voire incohérence totale. Et vous savez quoi? Une saga me fait penser à ça aussi. Mais c'est un autre sujet. D'ailleurs, si vous souhaitez une analyse des soucis de cet arc, n'hésitez pas à liker et à le faire savoir en commentaire. On va commencer doucement par vous dire que la première connerie de cet arc provient de la Z-Team tout entière. Ils ont littéralement ignoré l'avertissement de Trunks du futur. En plus, c'est tout l'enjeu de l'arc entier, cet avertissement. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, Trunks les a prévenus, leur a détaillé certains événements troublants qui devaient a priori mettre la pression à tous. Mais malgré le fait qu'il ait révélé qui est le créateur des androïdes et que Bulma a appuyé ce fait par sa connaissance de ce fameux Dr Gero donc, eh bien personne n'a réagi au quart de tour. Je veux dire, Bulma a littéralement balancé la manière d'obtenir la localisation de son laboratoire. Ils auraient tous pu utiliser les Dragon Ball pour plus d'informations au besoin et donc après en allant directement foutre un giga bordel chez le Dr Gero avant que celui-ci ne mette au point tous les androïdes. Accrochez-vous bien, la raison pour laquelle personne n'a agi, c'est qu'ils voulaient tous s'entraîner et les affronter dans les règles de l'art. Vegeta souhaitait aussi atteindre son Super Saiyan durant cette période. Sauf que bon, même si leur résolution aurait été un peu directe et pas considérée comme guerrière, eh bien ça aurait évité dans le futur de Trunks que tous ces événements tragiques se passent. Le seul qui a une raison à peu près compréhensible de pas affronter directement, c'est Goku. Car selon lui, le Dr Gero n'a pas encore construit les androïdes. Et donc ce n'est pas encore une menace, il a encore rien fait. Ouais mais c'est pas un bon argument vu tout le bordel passé de l'armée du ruban rouge. Ils ont toujours voulu foutre le bordel et tuer Goku en plus. Le truc qui pourrait adoucir cette incohérence, c'est que l'on ne sait pas quand Dr Gero est devenu un androïde. Donc par conséquent, si ça se trouve, un affrontement direct avec la Z-Team les aurait tous conduits vers leur fin prématurée. Néanmoins, au vu du surnombre, Dr Gero n'aurait pas fait le poids je pense. Vous savez aussi ce qui n'est pas très futé dans cet arc, c'est Goku. Il a combattu les androïdes en sachant pertinemment qu'il allait mal. Et il a même forcé en utilisant le Super Saiyan. Pour la simple et bonne raison qu'il était excité de combattre. Après vous me direz, c'est dans le caractère du personnage, mais c'est franchement pas finement joué. Parce qu'en continuant de forcer, Goku serait mort des suites de son utilisation trop prononcée de son Super Saiyan, vu que ce dernier accélère les effets du virus. Ok, Piccolo pouvait assurer derrière car il était très puissant à ce moment-là, mais ça reste pas une bonne idée que Goku meure prématurément dans cet arc crucial. Surtout qu'on connaît les connaissances de sa mort dans le futur, et d'ailleurs Goku les connaît lui-même aussi, alors pourquoi il a forcé comme ça? Quoi qu'il en soit, cet état a permis d'introduire les futurs androïdes C17, C18 et C16. Allez savoir, autant si Goku décédait sur le champ de bataille un peu plus tôt, on n'aurait jamais eu les nouveaux androïdes. D'ailleurs, pour en revenir au sujet de la puissance de Piccolo, il aurait pu affronter et vaincre un androïde sans souci, non?
On l'a vu, il tient le coup face à Dr. Gero, il aurait même pu le vaincre. Pourquoi il ne l'a pas fait? Son plan pour simuler sa prétendue défaite face à Gero est d'ailleurs super stupide en comparaison au fait de tuer Gero directement. Tout ça pour que Piccolo nous démontre sa force gigantesque. La situation est critique, finissons-en plus vite, non? Mais réfléchissez 2 secondes, si Piccolo éliminait Gero, on n'a plus d'androïdes. Et oui, personne ne les aurait activés. La suite logique après ça, c'est encore une fois de faire exploser le laboratoire et tout est bon. Encore une occasion manquée. Parlons maintenant d'une décision qui est incontestablement stupide. À quel moment Bulma s'est dit que c'était une super bonne idée d'emmener son fils Trunks, son tout jeune fils Trunks, en sachant tout ce qu'il représente dans le passé, le futur et le présent, sur un champ de bataille contre les androïdes. Enfin, c'est pas comme si Bulma ne connaissait pas les risques et qu'elle possède un minimum d'intelligence, hein. Rappelez-vous, en plus Dr. Gero l'attaque durant cette même bataille, et que c'est bien Trunks du futur qui sauve sa mère et son jeune lui en plus. Au passage, ça fait ni chaud ni froid à Vegeta d'assister à ça, genre il a même pas aidé. Si le pire s'était produit, cela veut dire que sans Trunks du futur, eh bien on peut changer toute l'histoire. La raison de Vegeta à cette non-intervention est d'ailleurs qu'il s'en fout de ses sentiments. Ouais, enfin, je tiens à rappeler que sans eux aussi, on dit adieu à l'espoir de sauver le monde. Bulma peut créer un Dragon Radar et une machine à voyager dans le temps. Et Trunks du futur a sans conteste un rôle clé dans l'œuvre, c'est lui en grande partie qui change toute la destinée de nos héros. Alors autant Bulma que Vegeta ont juste des réactions stupides. Avec cet exemple, je pense qu'on peut pas dire que Vegeta est un meilleur père que Goku. Après cet arc Android, on assiste à pas beaucoup d'erreurs et d'incohérences selon moi. Après n'hésitez pas en commentaire à partager les votes si vous pensez que j'ai oublié quelque chose. Mais jusqu'à l'arrivée de Cell, tout va à peu près logiquement suivre son cours. Et ça sera d'ailleurs le seul moment correct niveau logique. Parce qu'après l'arrivée de ce nouveau méchant, ça va donc tout chambouler et nous offrir le climax en ce qui concerne les erreurs et incohérences de l'arc. Cela va s'articuler sous forme de problèmes selon moi. Premier problème, C16. Il aurait pu tuer Cell en première forme de ses mains et c'est lui-même qui le confirme d'ailleurs. Et vous savez quoi? Ce même avant leur combat initial. Rien n'empêchait C16 d'aller affronter Cell. Il aurait même pu l'attraper par surprise car C16 n'a pas de ki, et donc Cell ne peut pas ressentir sa présence. C16 est juste le perso le plus fort avant que Cell revienne avec toute l'énergie absorbée. Ce qui peut être mis à son crédit, c'est que C16 n'a pas pris la menace Cell au sérieux et que tout simplement, on sait que C16 a d'autres préoccupations que la guerre et le combat. S'il est amené à se battre, c'est que vraiment c'est la dernière solution. C'est une situation critique. D'ailleurs, second problème, pendant son combat C16 a donné l'opportunité aux cyborgs de fuir, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés plantés là, en retrait, ce qui constitue un problème majeur. Peut-être que C17 notamment avait trop de fierté pour s'échapper comme ça, mais bon, à savoir que c'est sa vie qui est en jeu quand même. Il aura fallu l'intervention de Tenshinhan en plus pour que C18, seule androïde restante, comprennent qu'elle doit impérativement fuir. Genre, dites-vous, il a fallu l'intervention d'un inconnu, plus qu'elle voit son frère se faire absorber devant elle, devant ses yeux, pour qu'elle se dise « je crois qu'il faut que je fuis ». Et vous savez quoi? C'est toujours pas mieux. Elle attend après C16 et du coup ça la ralentit encore plus. Franchement, pas futé ces cyborgs. Et aussi pourquoi elle s'est cachée juste à proximité, genre tu es pourchassé, fuis, change de pays, voire même de continent. En tout cas, cette incohérence n'est rien face à l'une des plus grosses conneries qu'a fourni cet arc. On y vient. Troisième et gros problème, la fierté de Vegeta. C'est notre troisième gros problème, vraiment. Bon, même le problème le plus primordial de tout l'arc. Il a causé un bordel monstrueux en refusant de tuer Cell quand il le pouvait. Ce qui a rabattu complètement les cartes et nous a offert les Cell Games. Mais bon, imaginez 2 secondes si Vegeta avait éliminé Cell plus tôt. Quelque part, c'est pas une mauvaise chose car Gohan a pu s'exprimer et débloquer son Super Saiyan 2. Et cela a permis de donner aussi de grandes leçons à la Z-Team. Notamment que Goku n'est pas éternel, qu'il faut s'entraîner sans relâche. Ouais, mais bon, vous voyez aussi toute la pléthore de what if qu'on peut avoir si Vegeta avait déjà tué Cell. Et puis même, ça aurait été logique que Vegeta le fasse. Mais je pense que cette incohérence résulte aussi du fait que Vegeta n'est pas le personnage principal et qu'à cette époque-là, c'était pas lui qui était envisagé en tout cas pour être le perso principal. Donc il n'allait sûrement pas tuer Cell. Mais ça reste quand même une incohérence, fallait pas rendre Vegeta aussi fort. D'ailleurs, quatrième problème, c'est cadeau. En parallèle de ça, on a aussi la connerie de Krillin qui refuse de désactiver C18 parce qu'il est tombé amoureux d'elle. Oui, c'est pas une blague. Il sacrifie tout et tout le monde pour le seul intérêt d'une machine à laver qui s'en fout de lui à ce moment de l'histoire. Le pire en fait, c'est qu'on peut compiler ces erreurs et problèmes ensemble car elles surviennent en même temps ou de manière successive. Du moment où Cell débarque jusqu'à ici, on assiste aux plus grosses conneries de cet arc. Quand on lit le manga, on s'en rend pas compte, mais avec un peu de recul, ça fait beaucoup et ça devient vraiment des sérieux défauts. Vous l'aurez compris, durant ce temps, tous les personnages font des choix et actions catastrophiques qui conduisent à la perfection obtenue par Cell,
Mais seul un se démarque de la masse, et c'est le fil rouge de l'arc, la carte maîtresse, Trunks du futur. Encore lui. Il fait tout son possible pour éviter les erreurs et veut rapidement en finir. Seul souci, il ne souhaite pas s'imposer face à la fierté de son père, ce qui l'empêche d'en finir avec Cell, et même de lui prêter main forte. Peut-être son plus gros défaut à ce Trunks, sa générosité. Ou aussi son utilisation du stade 3 du Super Saiyan. Il savait pertinemment qu'il était inutile et servait pas à grand chose face au monstre Cell, mais il l'a utilisé quand même. On va dire qu'il voulait à mon avis faire barrage contre le monstre, ce qui n'est pas un si mauvais choix, mais un choix pas très bien réfléchi. À part ça, c'est le cerveau du groupe. Après tout ce bordel général, Goku et Gohan sont fraîchement sortis de la salle de l'esprit et du temps, et Trunks et Vegeta sont repartis au palais du Tout-Puissant. En annonçant donc la nouvelle des Cell Games, Vegeta, Trunks, Piccolo repartent dans la salle de l'esprit et du temps. Jusque là, tout va bien. Là encore, incohérence. Ils ont vu comment Goku et Gohan ont maîtrisé le Super Saiyan, mais ils n'ont pas demandé comment ils ont fait. Genre, histoire de se booster un coup, de se donner un peu d'aide, je sais pas. Vegeta est peut-être fier et veut faire son bout de chemin seul, sans aide, mais quant à Trunks, je veux dire, il est proche du niveau de Cell sans maîtrise du Super Saiyan, et avec une telle maîtrise, il pourrait peut-être même détruire Cell. Pourquoi ne pas avoir demandé le secret de la maîtrise à Goku et Gohan? Mais bon, disons qu'avec le florilège d'événements catastrophiques survenus plus tôt, ce Trunks devait être chamboulé, le pauvre, il en a perdu tous ses moyens. Maintenant que Goku est de retour, allons faire un petit focus sur ses erreurs à lui dans cette partie d'arc. Et allons-y crescendo car vous allez voir, il commet un paquet de conneries à lui seul. Déjà, il refuse de réutiliser la salle de l'esprit du temps en ayant connaissance de sa semaine d'entraînement avec Gohan, ce qui est un choix discutable disons. Mais bon, allez, pourquoi pas, à chacun sa manière de s'entraîner. Mais ça aurait pu fortifier Gohan encore plus au passage, mais bon. Surtout au vu du plan de Goku de faire de Gohan le héros. Oui, parce qu'en parlant de Gohan, pourquoi Goku ne l'a pas mis au courant de son plan? Genre, le fait d'avoir caché ce plan a coûté très cher à tout le monde sur le champ de bataille. Goku ne cerne pas les sentiments de Gohan, ce qui fout la pagaille. Rappelez-vous quand même que ce fou furieux de Goku a donné un senzu normal, juste à Cell comme ça, voilà. Et franchement, zéro justification à cela, juste de la pure incohérence, c'est la plus grosse connerie, vraiment. D'ailleurs, Goku cerne tellement mal Gohan que lorsqu'il se rend compte que tout son plan entre en collision avec l'incertitude des sentiments de Gohan, Goku devient paniqué. Il est carrément prêt à aller aider Gohan, genre à tout lâcher et d'aller l'aider, il perd son sang-froid. Quant à notre Gohan, il n'est pas en reste, il a aussi commis des erreurs et des pas mal, hein. En Super Saiyan 2, il pète un câble sous son propre pouvoir et succombe à son sang de Saiyan, jouant avec Cell au lieu d'en terminer par exemple. Ce qui a juste simplement causé la mort de son père, mais aussi le power-up de Cell, voilà. Et monumentale erreur dont il se rendra compte un peu après la mort de son père. Hein. Avec le retour de Cell, cela cause la mort de Trunks, l'intervention de Vegeta et donc le sauvetage de Gohan, ce qui lui fait perdre 50% de son ki et l'utilisation de son bras gauche. Vous imaginez quand même l'effet papillon de malade jusqu'à Gohan a été trop fier. La seule erreur qu'il a commise a eu des répercussions monstrueuses. Vraiment, retenez que la fierté est vraiment le mal de cet arc et c'est d'ailleurs ce qui tua Cell d'une certaine façon. Oui, car lui aussi a fait n'importe quoi, comme laisser 10 jours aux Z-Fighters au lieu de tout détruire. Voilà. Ou encore il aurait pu éliminer Gohan et Goku durant les Cell Games, mais trop de fierté. Même à son retour, au lieu de tout faire péter, il veut voir tout le monde lutter dans la peur et la détresse. Voilà, beaucoup des erreurs de cet arc résultent de cette fierté mal placée. Passons au bilan. Oui, cet arc est rempli d'erreurs et d'incohérences, vous l'aurez compris, mais c'est finalement ce qui le rend unique, riche en rebondissements et en développement. Qui sait, avec autant d'erreurs, est-ce que nos personnages auraient autant appris par la suite? Est-ce que le développement aurait été le même? Eh bien, je pense que non. Gohan, par exemple, a dû endosser de plus grandes responsabilités et devenir à son jeune âge de 11 ans un véritable guerrier. Je veux dire, il a désormais une mentalité et une dégaine d'adulte après cet arc. Quant à Vegeta, son sens de la famille a pu être exacerbé avec l'arrivée de Trunks du futur. Il a même appris au prix de Goku et ses amis, ce qui amènera avec l'arc Boo son plus grand développement. Et un magnifique speech. Goku par exemple lui se retire comme un héros, laissant la lumière aux autres et en faisant preuve de raison. Il sait que la Terre est en danger quand il est en vie, donc absolument tout le monde veut le tuer. Et cela est démontré de Dragon Ball à la saga Cell, ce qui est une véritable évolution. Bon là comme ça je vous ai ciblé 3 personnages clés, mais on pourrait évoquer le cas de toute la Z-Team et même de Trunks du futur qui a su guérir de ses traumatismes et aller de l'avant en réglant tous ses soucis. Tous ces saltos scénaristiques, ces incohérences ont majoritairement contribué à rendre nos personnages meilleurs, des choix plus matures venant de nos personnages en somme. Cet arc est clairement unique et démontre la finesse d'écriture du maître Toriyama qui a su composer avec la pression ambiante. À cette époque, on est au pic de Dragon Ball juste après l'arc Freezer, donc le climax de l'arc du développement de Goku. Et ce, chaque semaine, ce qui à mon avis crée forcément tout un tas d'incohérences et nœuds scénaristiques, on dira. Oui, cet arc est composé d'improvisation, mais elle est vraiment de bonne facture 80% du temps. Le fait déjà d'avoir pondu un tel classique dans de telles conditions fait de Toriyama un véritable mangaka légendaire.
L'arc Cell n'est donc pas le pire arc, car aucun des arcs de Dragon Ball Z est mauvais. Ils ont tous leur place bien précise dans la grande œuvre légendaire et intemporelle qu'est Dragon Ball. Aucun des arcs délivrés par DBS aujourd'hui ne saurait égaler un tel niveau. Merci à tous pour votre soutien sous toutes les dernières vidéos, je vous remercie fortement. Par ailleurs, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner ou à partager. Ça aide grandement la chaîne et cela récompense mon travail. Sur ce, c'était tout, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao!